Bonjour à mes petits élèves de HLP, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce lundi 4 mai pour faire un petit bilan sur le travail que vous aviez à faire en lexique. Donc je commence par l'exercice numéro 1 où je vous avais demandé de faire le 1 et le 2. Donc l'exercice numéro 1, c'était autour de l'utopie. Les mondes imaginaires étant par définition fictifs, les auteurs peuvent recourir à des néologismes pour désigner ce qui n'existe pas dans le réel, mais n'existe que dans le monde qu'ils inventent. Preuve en est le nom utopie, qui est un mot forgé par Thomas More à partir du grec topos, qui signifie lieu, et précédé du préfixe u, qui en dit la négation. Alors, petit rappel, parce que si vous ne saviez pas et si vous n'alliez pas chercher ce que signifie le mot néologisme, ça posait problème. Néologisme, c'est un mot nouveau, un mot créé à partir et qui n'existait pas jusqu'ici en tant que tel. Alors, si on considère que utopie, c'est formé par u négatif, qui exprime la négation, et topos, le lieu, qu'est-ce que c'est qu'une uchronie ? Chronos, c'est le temps. Donc une uchronie, c'est ce qui n'a jamais existé en aucune époque, en aucun temps. Dans la question 3, que je vous demandais aussi de traiter, l'utopie est censée décrire un monde idéal. Que signifie le terme idéal et quel est l'antonyme de cet adjectif ? Alors, le terme de idéal signifie évidemment parfait, conforme à une idée abstraite. C'est finalement le contraire de réel dans notre cas, par rapport à notre séquence. Ensuite, vous aviez à faire le petit 1 seulement de l'exercice 2. Vous deviez rattacher chacun des termes à l'auteur ou aux auteurs qui l'utilisent. Vous pouviez vous aider des tices du chapitre si vous avez accès à votre manuel en ligne, ce qui n'est pas mon cas malheureusement. Vous pouviez aussi bien sûr avoir recours à Internet pour faire vos recherches. Vous deviez préciser donc dans chaque cas quelles idées sont véhiculées par ce nom et compléter le tableau avec des références personnelles dont nous avons vu certaines. Alors le terme de utopie évoque évidemment Thomas More. Ce que ce nom évoque, c'est un monde qui n'a jamais existé et n'existera jamais. L'Atlantide est évoquée par Platon. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu en philo. L'Atlantide, c'est le continent perdu. C'est aussi celui qu'on retrouve dans un texte de Barjavel, non pas Ravage, mais... son nom m'échappe. Dans un texte de Barjavel, son nom m'échappe pour l'instant, ça me reviendra, où il est question justement de ce continent englouti qu'est l'Atlantide. Ensuite, la nouvelle Atlantide, c'est évoqué par Francis Bacon. C'est le projet d'un monde idéal qu'on pourrait bâtir. L'Eldorado, alors ça vous devez connaître normalement parce que c'est quand même assez connu, c'est un texte connu, c'est un texte de Voltaire, dans Candide. Candide qui découvre cette fameuse contrée de l'Eldorado qui est censée se trouver en Amérique du Sud et qui est une ville entièrement faite d'or. Donc là, ce que ce mot évoque, Eldorado, c'est le doré, c'est l'or, c'est la richesse. La Cité du Soleil, c'est Campanella, vous aviez la référence dans votre manuel. C'est une société organisée en vue du bien. L'abbaye de Thélème, alors c'est aussi quelque chose d'assez célèbre qu'on retrouve dans Rabelais. C'est un lieu où tout est permis parce que chacun est respectueux. La cité radieuse, vous en aviez des exemples dans votre manuel. Cette cité radieuse, c'est en fait un élément architectural. Je ne sais pas si je vais réussir à le retrouver ici. Vous retrouvez la feuille. Non, c'est pas là. Tac. J'essaie de le retrouver pour vous montrer à quoi ça ressemble, cette cité radieuse. Voilà. Hop.
Non. Ah, évidemment, je vais pas réussir à le retrouver. Bon, tant pis. Si vous allez regarder dans votre manuel, vous allez pouvoir trouver des exemples architecturaux de cette cité radieuse, qui est une invention d'un architecte, donc Le Corbusier, et qui évoquerait un bonheur collectif. Enfin, le meilleur des mondes, vous connaissiez aussi, puisque ça faisait partie des textes que je vous avais donnés à lire. C'était une référence à Huxley, Aldous Huxley, et ça évoquait un avenir d'autant plus effrayant qu'il se représentait comme étant un idéal. Évidemment, ici, on était dans la contre-utopie, qu'on appelle aussi la dystopie. D'accord ? Voilà. Je cherchais en même temps la cité radieuse. C'est dans votre manuel, page 234-235. Et voici à quoi ressemble la cité radieuse selon Le Corbusier. Voilà. Donc c'était juste pour vous le montrer. Je n'arrivais pas à le retrouver. Et j'arrive pas non plus à me retrouver. Ah si, Barjavel, voilà, ça y est, ça me revient. Le roman que vous pouvez lire aussi, qui est vraiment super intéressant, qui raconte en plus une belle histoire d'amour, c'est La Nuit des Temps. Voilà. Ensuite, vous aviez l'exercice 4 à faire en intégralité. Vous aviez un extrait de Bruno Latour, donc dans le Nouveau Magazine littéraire, donc un texte de presse, et qui s'intitulait « Le problème des utopies, c'est qu'on les réalise », et qui était paru, vous le voyez, en 2018, donc un texte tout à fait récent. Donc je vous le relis avant d'en faire la correction. L'idée du globe, avant de devenir nocive, a été le grand horizon positif de la modernité, celui de la découverte, qui est d'ailleurs, dans son aspect cartographique et géographique, contemporain de l'invention du terme et du genre littéraire de l'utopie. L'utopie de Thomas More suit immédiatement la découverte de l'Amérique. Le globe a d'abord été l'utopie même. Il est devenu aujourd'hui dystopique, à partir du moment où on ne peut intégrer à ce globe l'horizon politique qui a pu être celui de la modernité, c'est-à-dire le développement à l'américaine de 9 milliards d'individus. Le globe, non au sens de la cartographie, ni comme s'il était vu depuis l'espace, mais en tant que figure symbolique, devient alors difficile à concilier avec cette version du développement. À ce moment-là, il est clair qu'un des deux termes doit être reconsidéré. Soit le développement de 9 milliards d'individus, soit la notion de globe en elle-même. Alors, vous deviez expliquer dans la première question le lien que l'auteur faisait entre la découverte de l'Amérique et la publication du roman L'Utopie de Thomas More. Alors, c'est un rapprochement d'ordre chronologique, puisqu'il dit très clairement que la publication de l'Utopie suit immédiatement la découverte de l'Amérique. Mais ça sous-entend aussi que le second événement, donc découverte de l'Amérique, a été le déclencheur du premier, donc l'écriture de l'Utopie de Thomas More. Dans la question 2, on vous demandait, et ce n'était pas très facile, de comprendre comment l'idée de globe s'est transformée et pourquoi. Alors, pendant longtemps, l'idée de partir à la découverte du monde, d'explorer notre monde jusqu'à ces recoins inconnus faisait rêver. Mais aujourd'hui, notre planète nous semble finalement petite pour les milliards d'individus que nous sommes. Elle est devenue en quelque sorte une espèce de repoussoir auquel nous imaginons des moyens d'échapper. Dans la question 3, on vous disait, cette interview a été réalisée à l'occasion de la parution de « Où atterrir » de Bruno Latour. Vous deviez émettre une hypothèse sur le sens de ce titre, d'après ce qui est expliqué dans l'extrait ci-dessus. Donc, vous pouvez... il peut s'agir... C'est une hypothèse, donc les hypothèses que vous avez formulées sont sans doute recevables, mais on ne pouvait pas dire tout et n'importe quoi non plus. Hein. Donc, néanmoins, quand même, où atterrir, ça pose la question d'une autre planète. Donc, il peut s'agir de trouver un point de chute pour l'humanité une fois que notre globe terrestre sera abandonné. Ou alors, autre possibilité, on peut le comprendre autrement, ça serait en quelque sorte où atterrir, comment redescendre sur Terre,
comme on dit vulgairement, hein, cesser de rêver d'un ailleurs et devenir plus réaliste et voir comment on gère les milliards d'individus qui sont sur Terre. Voilà, donc je vous rappelle que pour la semaine prochaine, vous avez un travail à faire sur rapport minoritaire. À cet égard, je voulais vous signaler juste comme ça en passant, parce que je sais que parfois vous pouvez avoir du temps libre devant vous, que vous êtes des HLP, donc a priori des élèves qui aimaient lire. Je suis en train de lire personnellement un texte que je trouve très intéressant justement sur peut-être un monde au départ qui semble utopique et puis finalement on s'aperçoit que c'est une dystopie. C'est La Firme, un roman de Grisham qui a été aussi fait en film et fait par Tom Cruise, enfin joué comme acteur principal par Tom Cruise, comme le film dont je vous avais parlé la dernière fois. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour faire un bilan de ce que vous m'aurez rendu sur cette suite, ce monologue intérieur de rapport minoritaire. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir les HLP.